Maintenant, cette deuxième table ronde va se concentrer plus sur la prospective. Comment améliorer le traitement médiatique de l'urgence écologique dans le respect des libertés? Je vais adresser la première question à Laurent Cordonnier. Donc vous avez produit plusieurs rapports sur l'information climatique avec la Fondation Descartes. Pourquoi avoir fait ce choix? Bonjour tout le monde. Avant tout, merci pour cette initiative et pour votre invitation. Alors, en effet, à la Fondation Descartes, on travaille sur les questions d'information et de désinformation. Et les sujets sur lesquels on va travailler le plus sont ceux sur lesquels la désinformation représente des dangers graves pour nos démocraties ou pour notre société. Donc évidemment, on travaille sur des questions de désinformation liées à des conflits, comme on le voit aujourd'hui en Ukraine, liées à de la désinformation en santé, parce qu'on en sort à peine et on voit à quel point ça peut être délicat, mais bien sûr que le sujet climatique est un sujet central pour nous, parce qu'il faut le dire, hein, le climat a été victime d'une très forte désinformation qui a pris des visages différents. Il y a eu et il y a encore une désinformation active de la part de majors du pétrole, par exemple, qui essayent de simplement nier l'existence du dérèglement climatique pour justifier leur modèle économique, quitte notamment aux États-Unis à aller jusqu'à la production de faux documents scientifiques, etc. Mais il y a aussi un activisme, on va dire, d'une partie de la société civile climato-sceptique qui s'est organisée en association, qui a réussi à faire passer ses influenceurs dans les médias. Et justement, c'est le point que je voulais souligner, le climat a été victime pendant longtemps et continue un peu à l'être parfois d'un traitement médiatique coupable en France. On a eu longtemps dans les médias français cette idée que le débat devait se faire de façon contradictoire, c'est-à-dire qu'il fallait donner la parole aux gens qui nous affirmaient qu'un dérèglement climatique était en cours et qu'il avait une origine anthropique, mais qu'il fallait aussi, si on voulait être un bon journaliste, construire un plateau sur lequel on donnait la parole à ceux qui disaient que c'était pas le cas. Et on se retrouvait, jusqu'à récemment encore, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais on va y revenir, on se retrouvait avec des débats contradictoires entre un scientifique ou une scientifique de pointe sur la question du dérèglement climatique face à un politique ou on va dire quelqu'un d'engagé contre l'existence du dérèglement climatique, qui n'ont pas du tout les mêmes formations, qui ne se basent pas du tout sur la même connaissance surtout. Et comme il a été dit brièvement lors de la table ronde précédente, le climat et le dérèglement climatique est une affaire de science, et la science ce n'est pas l'opinion, et la science ce n'est pas non plus la démocratie, au sens où il faudrait donner la voix à tout le monde. On paye encore aujourd'hui les conséquences de ce traitement médiatique coupable dans l'étude que l'on a réalisée qui s'appelle Information et engagement climatique, la dernière qu'on a réalisée sur le climat à la Fondation Descartes. On montre par exemple que 30% de la population française doute encore du fait pense encore que le dérèglement climatique est autant causé par des facteurs humains que par des facteurs naturels. Donc on serait à 50-50. Évidemment, c'est pas du tout ce que nous explique le GIEC sur la question. Et ça, c'est encore un tiers de la population. Donc on n'a plus beaucoup de climato-scepticisme très affirmé en France, de gens qui se disent ouvertement climato-sceptiques. Non, ça n'existe pas. Ça, c'est une part de la population qui est très faible en France, plus faible que dans d'autres pays, que notamment aux États-Unis. Mais par contre, on a encore un doute sur le climat qui s'exprime dans la population. Et ça, c'est une conséquence de ce traitement médiatique coupable, notamment, qui a perduré. Un autre aspect de ce traitement médiatique coupable, c'est évidemment, ça a été évoqué aussi, le peu, et c'est le sujet de la journée d'aujourd'hui, le peu de couverture médiatique qu'ont reçu pendant longtemps les sujets climatiques. J'en veux pour preuve qu'en 2021, on a fait à la Fondation une petite étude de la couverture médiatique du dernier rapport du GIEC qui sortait en août 2021 à ce moment-là, et on a observé que la semaine de la sortie de ce rapport du GIEC, ça a coïncidé avec la semaine, le jour auquel Lionel Messi arrivait à Paris pour rejoindre le PSG. Donc c'est le jour où il arrivait physiquement à l'aéroport. Eh bien, figurez-vous que cette seule arrivée physique du Messi à Paris a provoqué 5 fois plus de production d'articles dans les grands médias français
que la couverture de ce rapport important du GIEC qui sortait la même semaine. Donc un événement, plus que de détails, c'était même pas un événement sportif, parce que c'était pas l'annonce du transfert de Messi ou que sais-je, c'était son arrivée. Bon. Donc on voit que, évidemment, on a comparé cette couverture à une couverture de 2019 qui avait été faite du dérèglement climatique, enfin d'un rapport du GIEC aussi, et on constatait une certaine amélioration tout de même. Donc je rejoins ce qui a aussi été dit, on a l'impression d'être sur une tendance positive de ce côté-là. Et pour finir de répondre à votre question tout à fait, ce qu'on voit aussi, c'est qu'aujourd'hui, le climato-scepticisme et les propos contre le consensus scientifique sont en train d'exploser sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Twitter. Je vous renvoie à une étude de mon collègue du CNRS, David Chaval-Arias, qui a très très bien mesuré ça, qui montre à quel point sur Twitter, surtout depuis la reprise d'Elon Musk, mais on ne va pas rentrer dans les raisons, le Twitter francophone est en train d'être massivement pris d'assaut par les propos climato-sceptiques qui souvent manifestent des comportements qu'on appelle pas illégitimes, pardon, mais enfin bref, qui traduisent la présence de robots. En fait, c'est des comptes qui sont pilotés, qui sont coordonnés pour large partie. Donc il y a des offensives climato-sceptiques sur les réseaux sociaux, et c'est ce que nous on a observé les conséquences de ça dans notre étude. En fait, on a observé que toutes choses égales par ailleurs, les personnes, donc quand je dis toutes choses égales par ailleurs, des questions d'âge, de profil sociodémographique, etc., les personnes qui s'informent davantage sur le climat sur les réseaux sociaux ont un niveau de connaissance des questions, de connaissances factuelles sur le climat nettement plus bas que le reste de la population nationale. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les réseaux sociaux désinforment massivement, alors que ça pourrait être un magnifique outil d'information. Et à la lumière de vos rapports, que pourriez-vous conseiller finalement à la profession pour répondre aux besoins informationnels sur les enjeux environnementaux ? Alors, la première chose à dire, je pense, c'est que les journalistes n'ont pas à craindre un effet de saturation informationnelle sur le climat, comme pour répondre à une question qui a été posée tout à l'heure. Dans l'étude qu'on a menée, on observe qu'une majorité relative de la population considère que le climat n'est pas assez couvert aujourd'hui par les médias. Et cette étude, les données de cette étude, on les avait collectées l'été passé, il y a quasiment une année, jour pour jour, en pleine canicule, en plein effet de la crise climatique, et c'était le moment où les médias parlaient le plus du sujet. Donc au moment de l'année où les médias parlaient le plus du sujet climatique, on avait une majorité relative de la population interrogée qui nous disait, écoutez, on ne parle pas assez du climat dans les médias. Donc il y a une marge, on est loin de la saturation informationnelle sur ce sujet-là. Par contre, ce que disent aussi les Français sur la couverture médiatique du climat, c'est que de façon très majoritaire dans la population et de façon très homogène en travers des caractéristiques sociodémographiques des répondants. La première critique, c'est que le traitement médiatique du climat n'est pas assez orienté vers les solutions. C'est quelque chose qui a été évoqué précédemment, mais cette demande de journalisme de solutions est prégnante parce qu'en réalité, elle traduit aussi une angoisse des Français. C'est qu'une part majoritaire de la population aujourd'hui estime qu'il existe un dérèglement climatique, que ça représente un danger et est en attente de solutions. Alors ce journalisme de solutions, il faut évidemment qu'il soit bien fait. Souvent, en tout cas jusqu'à récemment, le journalisme de solution consistait à faire une espèce de publi-reportage pour la dernière invention de production d'électricité maréomotrice qui n'a jamais fonctionné depuis 50 ans, mais bon, il y a une nouvelle start-up qui se lance, donc on va dire du bien de ces petits jeunes, et ça va nous sauver. Bon, en fait, c'est pas ça le journalisme de solution. Le journalisme de solution, c'est un vrai journalisme, c'est-à-dire que c'est une investigation, c'est qu'il va falloir estimer, évaluer l'efficacité, le domaine de pertinence d'une solution mise en avance, investiguer là-dessus. C'est vraiment ça qu'attendent les Français. Je voudrais attirer aussi les médias, l'attention des médias sur un danger qui guette aujourd'hui en France, c'est celui du clivage de la population sur le traitement médiatique du climat. On l'observe dans notre étude, les critiques qui viennent de personnes situées plus à droite du spectre politique, à droite ou à l'extrême droite du spectre politique en France, ne sont pas le même que le reste de la population sur le traitement médiatique du climat. Ils reprochent, ces personnes-là reprochent beaucoup plus que le reste de la population aux médias d'avoir une couverture de la question climatique trop partisane. Et ça, en fait, ça devrait éveiller notre attention et susciter notre attention, parce qu'il faudrait surtout éviter qu'on se retrouve dans une situation à l'américaine où le fait de se dire climato-sceptique ou de refuser la science du climat, c'est devenu une identité, c'est devenu un facteur d'identité politique au même titre que aux États-Unis, d'être anti-avortement ou anti-immigration, ce genre de choses, c'est devenu un facteur identitaire. Les gens se déclarent climato-sceptiques pour signaler leur appartenance à un camp politique, à une idéologie.
Et le problème, c'est qu'une fois que, on le sait, hein, toute la recherche en psychologie sociale le montre, une fois qu'un facteur devient un facteur d'identité, il est très difficile de le faire évoluer, puisque ça fait partie de ce qu'on est. Et donc, les médias doivent faire attention de couvrir davantage le climat, évidemment, mieux, mais non pas en ménageant une sensibilité, mais en ayant un discours qui permette à cette partie de la population située plus à droite de ne pas rejeter le propos des scientifiques sur cette question-là. Et donc, une des solutions possibles, une des pistes possibles qui a aussi été évoquée à la table ronde précédente, c'est de donner davantage la parole aux scientifiques. Notre étude le montre, toutes les études le montrent, les seuls acteurs sur la question climatique qui ont encore un peu de crédit aux yeux de la population dans son ensemble, ce sont les scientifiques. Les militants, les acteurs politiques n'ont aucun crédit. Et un papier vient de sortir, très intéressant, une très belle étude qui vient de sortir, qui montre que lorsque les scientifiques se présentent comme des militants, ils perdent complètement aux yeux de la partie, on va dire, opposée de leur spectre, le crédit qu'ils peuvent avoir sur ces sujets-là. Donc il faut que les médias donnent davantage la parole aux scientifiques, non seulement pour améliorer la qualité de l'information, mais aussi pour ne pas créer ce clivage qui peut être susceptible de se creuser et de devenir un problème sur lequel on ne pourra pas revenir si on se retrouve comme dans une situation comme, comme aux États-Unis, où là, la bataille est perdue, il faut le dire. Et au-delà de la première étape, qui est la prise de conscience commune sur la crise écologique, quels sont, selon vous, un peu les facteurs qui permettraient une meilleure acceptabilité de la population sur les mesures, justement, pour lutter contre la crise écologique ? Merci beaucoup pour cette question, parce qu'en réalité, toute l'étude que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site de la Fondation, qui fait plus de 70 pages, était consacrée vraiment à cette question-là. Quels sont les facteurs qui aujourd'hui influencent l'acceptation de mesures contraignantes pour le climat en France? Et on était un peu les premiers à conduire quelque chose d'aussi systématique sur une population représentative. Et ce qu'on observe, alors il y a toutes sortes de facteurs cognitifs, de facteurs sociaux, etc., qui influencent, mais je vais aller vraiment à l'essentiel. Le facteur qui fait que les individus acceptent une mesure en faveur du climat, une mesure contraignante, on parle pas de n'oubliez pas d'éteindre votre robinet en sortant de chez vous, hein, bon, de mesures sérieuses, bien que le fait de fermer son robinet, c'est aussi très sérieux, mais vous m'avez compris. Ce qui influence le plus l'acceptation de mesures contraignantes, c'est le fait de juger ces mesures efficaces en faveur du climat. Si les individus, si nos concitoyens ne considèrent pas qu'une mesure sera efficace en faveur du climat, ils ne l'accepteront pas. C'est une condition sine qua non. Alors ça peut paraître évident, si on prend des mesures, c'est en faveur du climat, il faut que ça marche. Oui, mais là on voit la charge qui repose sur les politiques et sur les personnes en position de décision. Ça va être de convaincre la population de l'efficacité des mesures. Je ne parle pas de communiquer. Il ne s'agit pas de faire de la com. Il s'agit de faire des démonstrations. Il va falloir démontrer. Donc déjà prendre des mesures qui soient efficaces, si possible, et une fois que ces mesures auraient été prises, démontrer leur efficacité auprès de la population. Je vous rappelle juste l'épisode des Gilets jaunes, qui est pas si lointain, mais qui a été un peu effacé dans notre mémoire ou écrasé par un épisode, une autre crise, cette fois sanitaire, qui lui a suivi. Les Gilets jaunes, tout ça part de l'augmentation de la taxe sur les carburants, qui n'a jamais été expliquée. Personne n'est venu expliquer combien de tonnes de CO2 on espérait voir diminuer en mettant en place cette taxe. Et cette démonstration n'a pas été faite, donc il est évident qu'une telle mesure ne pourra jamais être acceptée. Il faut que la population soit convaincue par des arguments et des arguments de qualité sur ces questions. Le deuxième facteur qui est très important, alors ce premier facteur, celui de l'efficacité, écrase tout d'un point de vue statistique, écrase les appartenances partisanes, la connaissance sur le climat, les modes d'information, tout, c'est vraiment le facteur central. Le deuxième facteur qui statistiquement dans nos modèles ressort comme étant le plus important, c'est celui du fait que les mesures contraignantes ne doivent pas être vues comme trop injustes socialement. C'est-à-dire que la mesure ne doit pas peser davantage ou également sur la partie la plus fragile de la population. Et une nouvelle fois, il s'agit là d'une condition sine qua non. Si cette condition n'est pas respectée, la population va la rejeter, va rejeter la mesure concernée. Et donc, encore une fois, il s'agit pour les politiques de prendre en compte cela, de prévoir, de penser des filets qui permettent de protéger les plus fragiles de certaines mesures qui vont impacter le pouvoir d'achat, et une nouvelle fois d'expliquer à la population que ces filets sont en place, expliquer comment on va faire pour protéger les plus fragiles, etc. Autrement, ces mesures vont être rejetées non seulement par les personnes concernées, mais aussi par les personnes potentiellement plus aisées. Voilà, donc ça c'est vraiment les deux facteurs centraux. Après, il y a toutes sortes d'autres facteurs, mais je pense que l'action politique doit être orientée là-dessus.
Et pour tout à fait finir de répondre à votre question, il est du devoir, à mon avis, des médias, quand des mesures contraignantes seront proposées par les politiques, de faire ce travail d'évaluation, de demander aux politiques de rendre compte de l'efficacité. Montrez-nous, chiffres à l'appui, combien de tonnes on espère pouvoir sauver, enfin économiser avec telle ou telle mesure, quels sont les mécanismes exacts, etc., pour que les médias puissent faire justement leur travail de journaliste de solution. Voilà des solutions proposées par le politique, évaluons-les, démontrons à la population qu'elles sont efficaces ou non, et ensuite, laissons les citoyens réagir dans un sens ou dans l'autre. Olivier Abalin, beaucoup de pistes ont été évoquées pour la profession journalistique. Et une grande partie de ces pistes pourront être mises en œuvre s'il y a de la formation initiale au sein des écoles de journalisme et continue aussi au sein des rédactions et pour l'ensemble de la profession. Est-ce que vous pourriez nous faire un état des lieux de l'état de la formation initiale et continue pour la profession, Rien que ça. Brosser votre perception de où on en est actuellement et nous expliquer ce qui est mis en place particulièrement au sein de l'école de journalisme de Lille. Voilà, je vais probablement, mais c'est un travers de journaliste, partir du petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire celui que je connais le mieux, à l'ESJ Lille, mais globalement, ça a été un peu évoqué par Nabil Wakim tout à l'heure. Une grande majorité de la profession a une formation en sciences humaines ou sociales et pas forcément en sciences expérimentales, c'est-à-dire n'a pas forcément de culture scientifique acquise en arrivant dans la profession, physique, chimie, etc. Et ça a joué pendant des années sur la difficulté à se saisir de ces enjeux et à comprendre que c'est pas un pour, un contre, et c'est bon, j'ai fait un papier balancé ou j'ai fait un reportage équilibré, mais qu'il peut y avoir un consensus scientifique et qu'il peut être intéressant de guider, c'est même notre rôle de journaliste, de guider notre audience dans l'ensemble des opinions ou des théories qui peuvent remonter. Et donc là, c'est en train d'évoluer, mais c'est presque... on part d'assez loin. Nous, à l'ESJ Lille, on a lancé il y a 6 ans avec un certain nombre de scientifiques du laboratoire des sciences du climat de Saclay, un master climat et médias, où pour le coup c'est un point de contact entre scientifiques et journalistes, formateurs même, hein, et avec des apprenants et apprenantes. Et l'un des premiers sujets de mémoire post-2017, c'était j'ai envie d'étudier, c'était un des apprenants qui faisait ce mémoire-là, j'ai envie d'étudier dans quelle mesure, enfin quelle a été l'évolution de la façon dont le climat ou l'enjeu environnemental est traité dans l'entre-deux tours des présidentielles. J'aime autant vous dire que ça a été vite fait. Parce que donc ça a un peu progressé, heureusement, grâce à l'action d'un certain nombre de collectifs en 2022, même si c'était loin d'être parfait, mais jusqu'en 2017, c'était juste rien. Donc il a élargi son étude aux États-Unis et ça, on a réussi à produire quelque chose. Mais donc on part de très très loin, d'abord aussi parce que les journalistes, allez, j'aime pas faire des lieux communs, mais ont tendance à éviter d'aller sur des terrains qu'ils ne connaissent pas très bien, que les politiques, eux, ne voyaient pas sur un changement global de façon aussi de se différencier, probablement. Donc, pour reprendre ce qu'a dit Nabil Wakim, c'était un petit peu compliqué d'avoir un débat ou d'avancer sur un débat sur la question. Alors, l'état des lieux maintenant, c'est que 6 ans plus tard, je reprends l'exemple du Master Climat et Médias, on a 150 candidatures, on a 50 apprenants chaque année, on a 30 journalistes, et c'est solide, c'est une grosse formation, c'est 450 heures proposées à des journalistes en formation à distance, donc ils font ça ou elles font ça en même temps que leur boulot, c'est très très lourd, et pour autant on arrive à en avoir 30 par an. Donc visiblement, il y a un mouvement, on le voit, et ça n'est pas seulement dans... c'est aussi, et ça a été en premier lieu dans des rédactions de services publics, c'est vrai, mais voilà, on a formé 2 personnes à l'Opinion, par exemple, qui est un journal dangereusement gauchiste et militant de la cause environnementale. Donc, effectivement, c'est en train de bouger. Des médias, Radio France, France Télévisions, les médias de presse quotidienne régionale font appel à des formateurs et des formatrices pour sensibiliser leurs journalistes à ces questions-là. C'est important. J'ai pas envie de faire trop long. Je dirais que maintenant, ce sur quoi la profession pourrait progresser, c'est mettre ces questions-là
à l'agenda des chefs de service. À l'agenda des rédacteurs et des rédactrices en chef. C'est-à-dire, c'est très bien d'avoir des reporters formés qui savent un petit peu mieux de quoi ils parlent et surtout qui vont pas uniquement parler de la COP quand il y a une COP, qui vont pas parler uniquement du climat. Alors oui, c'est vrai, au moment où Messi est accueilli à Paris, on n'a pas parlé de la COP, mais de toute façon, le climat, c'était la veille, c'était le lendemain. C'est possible, en fait, de parler des thématiques environnementales en dehors des grands raouts internationaux qui, et c'est vraiment le cas du GIEC, par exemple, c'est une matière formidable pour les journalistes d'avoir là une production de consensus. Moi, j'en rêvais quand j'étais journaliste sur plein d'autres sujets, enfin quand j'étais journaliste en exercice et pas à l'ESJ, sur d'autres sujets, de pouvoir m'adresser à une institution scientifique en disant alors c'est quoi le consensus? Ça n'existe que sur l'IPBES, la biodiversité, et sur le climat. C'est une matière formidable, mais encore faut-il être formé à ça, le savoir, et ça c'est pas forcément un master qu'il faut faire pour ça. Ça peut passer par des rencontres avec des scientifiques qui vont dire comment elles travaillent, comment ils travaillent, comment cette production de savoir a lieu, comment peut-être même on peut, en tant que journaliste, lire une publication scientifique. C'est pas très long à faire, hein. Une demi-journée, on sait lire une publication scientifique, ou on sait en tout cas repérer ce qui peut être intéressant là-dessus. Et moi, je suis étonné toujours de voir des étudiantes et étudiants en formation initiale qui arrivent en master à l'ESJ Lille, qui n'est pas une école particulièrement non sélective, qui ont fait de brillantes études et qui, quand on commence à parler des thématiques scientifiques, c'était le cas il y a quelques années, disent « Oh mais moi de toute façon les maths j'y comprends rien ». Non. En fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous avez fait, alors à l'époque, c'était des gens qui avaient éventuellement fait un bac S, mention très bien. La règle de 3, c'est quelque chose qui est probablement maîtrisable par la population. C'est juste que, bah oui, il faut s'y pencher un petit peu. Mais moi, ça me serait pas venu à l'idée, en tant que journaliste, quand je vais couvrir un procès, par exemple, de dire bon, bah je vais couvrir le procès, mais moi, le juridique, j'y comprends rien. Hein. Je vais pas ouvrir un code pénal. Ben non, c'est pas un souci, ça. On peut se former. On peut avoir cette exigence. Et donc, la formation, ça peut être du très solide sur les enjeux environnementaux, ça peut être une première approche de sensibilisation via la fresque du climat, et puis alors tout un continuum de formation solide, mais assez courte finalement, d'une demi-journée ou de 4 demi-journées dans une année, où on va rencontrer des scientifiques du GIEC ou qui contribuent à l'IPBES pour comprendre comment ce savoir est produit et être en mesure de pas seulement raconter que le climat est en train de changer, mais d'être capable de le décliner sur chaque descendante de l'actualité. Mon rêve, en tant que formateur, c'est de voir qu'un journaliste qui va être spécialisé en économie va savoir, lorsqu'il parle de la sortie d'un nouveau modèle électrique de chez Peugeot, questionner à la fois le modèle économique de cette sortie, mais peut-être aussi son modèle environnemental, une analyse du cycle de vie de ce véhicule-là en particulier. Ça pourrait être intéressant. Et c'est une dimension, pour l'instant, qui est trop peu présente. Donc c'est très très important que des institutions comme France Télévisions fassent, ou comme Radio France ou autres, fassent ce mouvement pour augmenter la quantité de savoir et de culture scientifique dans les rédactions. C'est intéressant parce que vous évoquez différents types de formations, des formations qui peuvent être assez lourdes, qui nécessitent un diplôme, et puis d'autres manières de se former qui sont plutôt de l'ordre quasiment de la sensibilisation, mais qui pourraient permettre d'atteindre la transversalité. Est-ce qu'il y a vraiment un mur qui nous sépare de la transversalité ? C'est-à-dire pour un journaliste de considérer que introduire un angle écologique dans un sujet ne nécessite pas forcément de connaissances écologiques énormes, mais juste en fait d'avoir le réflexe écologie, se dire en fait la croissance d'un secteur économique polluant, il faudrait introduire cet angle pour le traiter, puisque en fait l'omettre c'est quasiment désinformer. Voilà. Est-ce que pour vous la formation c'est le mur qui nous sépare de ça, ou est-ce qu'on pourrait avoir des chemins de travers qui nous permettraient d'atteindre plus rapidement ?
Ouais, c'est un mur d'exigence en fait, c'est un mur de pilotage. C'est-à-dire que les rédactions, peut-être que ça va être un petit peu choquant, mais majoritairement les grandes rédactions peuvent être dirigées par des mâles blancs de plus de 55 ans, qui sont moyennement, mais c'est une généralité, c'est pas bien d'en faire, mais qui peuvent être moyennement sensibilisés sur ces questions-là et un peu en guérilla avec les jeunes rédacteurs et rédactrices qui viennent d'arriver, qui eux et elles sont sensibilisés à l'école de journalisme de Lille, mais comme dans beaucoup d'autres écoles, dorénavant c'est 2 jours de formation sur le climat dès le Master 1 pour tous les journalistes et pas que ceux qui veulent être spécialisés sur les questions environnementales. Donc ils et elles arrivent dans les rédactions avec ça en tête. Mais ils et elles vont avoir à convaincre leur chef de service et rédaction en chef. Et c'est pour ça que l'action des collectifs est indissociable de l'action de formation. Interpeller, mettre l'accent, quantifier, mettre l'accent sur la nécessité de parler de ces sujets, ça interpelle. Et les fameux mâles blancs dont j'ai parlé, en fait, ils ont un cerveau qui fonctionne aussi bien que le nôtre. Ce sont des humains qui pensent, qui réfléchissent, qui veulent aussi le bien de leur audience. Et donc, à force, en fait, ils sont sensibilisés. Et puis, voilà, je dis mâle blanc, c'est vraiment bête. France Télévisions, effectivement, Delphine Ernotte, cette grande impulsion qui est donnée, c'est quelque chose de très très parlant. Radio France et Vincent Girel, directeur d'information, c'est un mâle blanc. Je ne sais pas s'il a plus de 55 ans, donc c'était vraiment une image. Merci beaucoup. Anne-Sophie Novelle, donc, vous êtes journaliste et vous vous intéressez à ces sujets depuis de nombreuses années. Quels sont selon vous les axes et les mesures prioritaires à prendre en compte pour améliorer au global le traitement de l'information environnementale ? Alors bonjour, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, donc je ne vais pas revenir en détail, mais en effet, l'enjeu de la formation me paraît aujourd'hui crucial. Donc il y a cette formation qui est en effet proposée pour des journalistes qui sont déjà en poste, en rédaction, qui est très importante. Dans les écoles, ça progresse également. Depuis, je vais dire 4 ans maintenant, ça rentre dans la formation générale des journalistes. Mais j'ai même des étudiants, moi, qui s'excusent parce qu'ils n'en savent pas plus. Et je leur dis, mais c'est pas votre faute, c'est aussi le système scolaire et l'éducation nationale et le supérieur en France qui est en déficit. Et là-dessus, je pense que le rapport Jouzel-Abadi, qui a impulsé un certain nombre de mesures en novembre dernier, devrait pouvoir faire progresser les choses. Donc là, il faut vraiment mettre les bouchées triples. Nous, on fait ce qu'on peut en école de journalisme pour offrir une grille de lecture et de questionnement du monde, mais on ne peut pas tout rattraper. Donc à chaque fois, voilà, on donne des serrures et c'est important. La priorité, c'est aussi que notre métier change. D'autres métiers ont su changer. Les chefs cristaux ont su changer. Les architectes sont en train de changer. Il y a plein de professions qui sont bouleversées par ce qui est en train d'arriver. Nous, on est un petit peu en retard. Moi, c'est un peu mon combat depuis une dizaine d'années de dire notre posture, notre façon de regarder le monde doit évoluer. Ce n'est pas facile, mais pour répondre à cette question, en fait, moi, dans mon enquête, j'en suis venue à questionner aussi le système économique dans lequel on fabrique l'information. Et là, en effet, il y a un certain nombre de problèmes aujourd'hui qui parfois nous embêtent. Et comme dans le thème de cette table ronde, il y a le mot liberté, je me disais en fait qu'il était surtout important aujourd'hui d'offrir des garanties à la presse pour que les journalistes puissent exercer leur métier en toute liberté. Et en fait, moi, ce que je constate sur le terrain, avec tous les journalistes que j'ai pu former jusqu'à maintenant, et je ne suis pas la seule, mais c'est beaucoup de volontarisme, parce que ce sont des Françaises et des Français comme tout le monde qui sont éco-anxieux, une grosse éco-anxiété aussi, à se dire on n'en fait pas assez, on aimerait en faire plus, mais on est empêché. Et là-dessus, j'ai plusieurs exemples. Ça va être des journalistes qui me témoignent avoir fait, dans un hebdomadaire bien connu, une couverture qui a été changée dans la nuit, qui n'est pas celle qui a été actée. Et du coup, au final, on met une couverture sur les écolos radicaux. Ça va être une jeune journaliste qui me dit que dans sa radio, on lui a demandé quasiment de signer un papier pour qu'elle ne parle pas d'environnement. C'est l'autocensure que certains pratiquent parce qu'ils savent que s'ils parlent de certains sujets comme les produits phytosanitaires, autrement appelés pesticides, ils vont passer beaucoup de temps à justifier ça en interne. Et ça, c'est ce temps-là, quand on est dans un quotidien, c'est très compliqué. Donc en fait, ils préfèrent abandonner ou moins en parler ou le faire moins souvent. Ça, je l'ai vraiment constaté et ça fait mal. Mais il y a aussi beaucoup d'intimidation.
d'accusations. Je veux dire, des journalistes qui font de l'investigation aujourd'hui sont empêchés dans leur travail. Il y a le film Algues vertes qui relaie le travail d'Inès Léraud, Morgane Large, qui sur un certain nombre de sujets, notamment l'agro-industrie, se sentent menacés au quotidien. C'est des menaces physiques. Reporters sans frontières l'a montré aussi dans un rapport il y a quelques années. Dans le monde, les journalistes qui traitent ces sujets sont les plus menacés et sont ceux qui aujourd'hui meurent le plus en fait. Et donc on a aussi ce problème des procédures bâillons ou des procès en diffamation lorsque l'on essaye de dénoncer un certain nombre de choses. Et ça aujourd'hui pour moi c'est très important de le signifier parce que ça pèse énormément dans la profession. Et donc on peut faire plein d'efforts, se former, informer plus. Il y a aussi ce problème structurel qui est à mon avis très important et je trouvais intéressant qu'en début de semaine, je ne sais pas si c'est un hasard de calendrier, cette proposition de loi transpartisane également qui en fait a été déposée dans le contexte qui pèse actuellement sur la rédaction du JDD est pour moi très importante parce que Sophie Taillé-Polian est ici et c'est important aujourd'hui de dire les aides à la presse doivent être conditionnées en effet à la possibilité de faire valoir un droit d'agrément et que les journalistes aient leur mot à dire. Et ça, imaginez que dans votre profession, on vous empêche d'exercer votre métier comme vous le souhaitez, vous seriez très embêté. Et ça arrive encore trop souvent. Et c'est pour moi une urgence qui ne doit pas du tout être négligée de tout ce qu'on peut faire par ailleurs. Merci beaucoup pour ce témoignage et vous êtes également membre du collectif à l'initiative de la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique, donc qui a été lancé en septembre dernier. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer quelle est votre démarche, comment vous l'avez rédigée, qui l'a co-signée et un peu qu'est-ce que vous projetez pour l'avenir ? Alors, cette charte, en effet, a été diffusée le 14 septembre dernier. On s'y est attelé au printemps 2022. Donc c'est un travail d'un collectif de rédaction indépendante spécialisée sur le sujet comme Reporter, Vert, Climax, La Relève et la Peste, Blast. Des journalistes appartenant à de plus grands médias, dont certains ont fait la formation dont parlait Olivier, Thomas Bayetto, Camilla Daoust de France TV, d'autres comme Sandrine Fedel de France Info, d'autres Sandrine Fedel de France TV, et puis des journalistes indépendants dont Béatrice qui est ici dans la salle, ou Audrey Poli, ou d'autres comme moi, et Sophie Roland. Et on a passé 3 mois à faire beaucoup de visio et à se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble qui puisse permettre à la profession d'avoir un cadre, donc une charte qui balise un petit peu nos pratiques pour être véritablement à la hauteur des enjeux. Parce qu'aujourd'hui, on entend les mesures qui sont faites dans les baromètres, cette insuffisance, les Français qui en demandent plus, mais il n'existait rien dans la profession. Donc si vous allez sur le site Charte Journalisme Écologie, vous allez retrouver le texte qui est en 13 points. Le premier concerne la transversalité, qui a été largement abordée ici, mais aussi l'effort de pédagogie, le besoin d'interroger les images, les mots que nous utilisons. Alors ça peut paraître basique, et ça certains ont dit oh là là, ce collectif fait la morale, mais en fait c'est trop souvent oublié. Donc si on le remet, c'est pour ne jamais l'oublier justement et faire cet effort en permanence. Le Guardian met en place une charte sémantique pour que ces journalistes pèsent le sens des mots qu'ils utilisent. Donc c'est important aussi que chaque rédaction puisse faire ce travail, mais c'est aussi cesser de tomber aussi dans le panneau des petits gestes. C'est faire le lien entre ce qu'on demande aux Français de faire et en fait le deux poids deux mesures qui parfois fait que l'on ne va pas accuser des personnes qui ont un rôle plus important dans la société. Et donc ça veut dire qu'à cet endroit-là, il faut justement pouvoir investiguer, faire les liens de cause à effet, débusquer, interroger les gens que l'on va faire venir qui ont des soi-disant expertises qui n'en sont pas véritablement et puis bien entendu d'autres points que l'on indique sur le financement des médias. Donc ça revient un petit peu au point que je disais tout à l'heure, la publicité et puis la capacité à pouvoir dire à sa rédaction, mais c'est important aussi de le faire pour ceux qui travaillent en tant que piégistes, de pouvoir se former tout au long de sa carrière, parce qu'en effet, il faut prendre ce temps-là de se documenter et de savoir être pertinent. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour moi. Après, j'aimerais juste préciser que c'est pas parce qu'aujourd'hui on en parle plus qu'on en parlera mieux. Donc la charte a été signée par 1800 journalistes, 200 organisations, des collectifs, des rédactions, des écoles,
des syndicats. On a fait un petit point d'étape en mars dernier à l'occasion des assises de journalisme. Les journalistes disent qu'en gros, ça les a réconfortés dans leur pratique. Ça n'a pas fondamentalement changé leur pratique, mais c'est un petit rappel et c'est un point d'appui sur lequel voilà, ils peuvent faire valoir d'une approche, d'une signature de charte. Après, j'ai envie de dire, les deux témoignages étaient le plus dur, c'est de convaincre sa rédaction quand au-dessus, c'est pas forcément convaincu. Et la pratique d'un journalisme bas carbone, c'est pas encore tout à fait gagné. Donc ça, c'est un peu les deux éléments qui sont revenus. On aimerait organiser un événement d'ici la fin d'année avec les signataires pour justement faire un bilan et voir ce qui a pu avancer. Peut-être échanger avec des journalistes qui ont aussi lancé d'autres chartes par ailleurs, mais voilà. Ce qui est important pour moi aussi, c'est que là, on a beaucoup parlé des sciences et j'ai pu remarquer qu'en effet, lorsque l'on forme les rédactions, faire venir un ou une scientifique permet de poser une parole qui est plus entendue que quand c'est un père, par exemple, qui peut la fournir. Et ça, j'ai pu le mesurer et on est plusieurs à faire ce constat, notamment avec les plus récalcitrants dans les rédactions. Donc c'est très important. Mais je me pose ici un petit point d'alerte d'une étude que j'ai pu voir passer par l'Université de Lausanne au printemps dernier, qui indique que le relais de l'information scientifique et de ses avancées n'est pas à même d'activer les mécanismes connus en psychologie pour déclencher l'action en fait, au niveau individuel ou au collectif. Ça veut dire que nous, journalistes, quand on a connaissance de ces faits scientifiques, il faut absolument, parce que pendant longtemps, c'est ce qui nous a enfermés dans ces problèmes de climato-scepticisme, c'est que ça restait un fait scientifique. Maintenant, c'est un fait social. Donc c'est à nous peut-être de raconter autrement des histoires en allant sur le terrain. Et aller sur le terrain, ça veut dire avoir cette capacité à véritablement pouvoir poser toutes les questions. Donc ça a été dit tout à l'heure par Nabil, mais séparer le bon grain de l'ivraie, ne pas tomber dans le panneau du greenwashing, du social washing, mais aussi peut-être questionner certaines lois comme la loi du secret des affaires, qui aujourd'hui nous empêchent parfois aussi d'aller investiguer là où ça fait mal, et justement d'aller pouvoir questionner ce deux poids deux mesures qui bien souvent crée ce sentiment d'impuissance dans la population française. Merci. Léa Falco, pour finir cette table ronde, on voulait poser des questions qui soient rattachées directement à son titre, c'est-à-dire revenir à la notion de liberté, de droit, de devoir. Généralement, quand on parle du projet de rédiger une proposition de loi citoyenne sur le traitement médiatique de l'urgence écologique, ce qu'on nous rétorque, c'est mais qu'en est-il de la liberté d'expression? Qu'en est-il de la liberté éditoriale de la profession journalistique? Est-ce que c'est antagoniste? Du coup, la première question, c'est est-ce que légiférer sur ce traitement porterait préjudice à nos libertés ou au contraire, est-ce que ça permettrait de les défendre? Alors déjà, j'adore passer à la fin d'une table ronde parce que tout a déjà été dit et du coup le travail est très très facilité pour moi. Donc cette question-là, ça s'articule autour de la question fondamentale qu'il y a derrière la transformation écologique, qui est quel espace de liberté ça nous donne. Et donc comment est-ce qu'on fait dans la pratique vivre un droit qui par essence est quelque chose qu'on a déclaré, qui est un peu évanescent, qui est un peu dans l'éther. Comment est-ce que concrètement on fait vivre ce droit? Et là, c'est le droit à l'information environnementale. C'est ça qui est souligné, c'est que c'est quelque chose qui est déjà dans nos textes et dont maintenant il faut pouvoir faire vivre dans le concret une émanation. Et donc, comment est-ce qu'on fait vivre un droit? En dessinant l'espace de liberté dans lequel il s'exerce. Et du coup, comme tout espace de liberté, et c'est quelque chose qu'on va avoir à faire dans tous les secteurs et pour tout un tas d'activités dans le processus de transformation écologique, il faut définir un plafond et il faut définir un parquet. Et donc le plafond, ça va très probablement être un plafond normatif. Et donc c'est un peu l'idée aussi qu'il y a derrière non seulement la charte, mais derrière cette proposition-là, qui est de se dire qu'il y a des choses qu'on ne pourra plus faire dans le domaine du journalisme, et en particulier, par exemple, dans le domaine de la publicité, ou dans le domaine de la promotion de certaines idées. Et personne ne l'a cité depuis le début, mais il y a un enjeu aussi à dire qu'aujourd'hui, il faut pouvoir déterminer quels organes de presse sont sérieux, non seulement sur les questions environnementales, mais auxquels on peut accorder de la crédibilité. Et il y a quelques semaines, il y a un journal en France qui normalement est réputé comme étant plus au sérieux, qui est Le Figaro, qui a livré une tribune climato-scepticiste, et puis dans la foulée, a fait la promotion par la publicité d'un ouvrage climato-négationniste. Et donc là, il y a une vraie question qui se pose, c'est est-ce qu'on a encore aujourd'hui, normativement, le droit de faire ça en France ?
Moi, je pense que la réponse devrait être non. C'est un peu l'impulsion et ce que fait entrer aussi dans le champ politique des questions comme celles que vous soulevez avec ce projet de loi. Mais il y a fondamentalement cette question de qu'est-ce qu'aujourd'hui on accepte comme plafond des activités journalistiques en sachant qu'elles nourrissent ensuite la société. Et que sans être directement prescripteur, ça fait partie des choses qui nous alimentent et qui font émerger un débat public cohérent ou non sur ces enjeux écologiques. Et donc ensuite, il y a la question du parquet. Qu'est-ce qui est le socle inférieur? Parce qu'on ne peut pas considérer qu'on va forcer tous les organes de presse à traiter parfaitement et selon les conditions qu'on donnera les questions écologiques. Il faudra qu'ils puissent se positionner à l'intérieur de cet espace de liberté, de la manière dont ils le souhaitent, en considérant leurs idéologies respectives, la manière dont ils fonctionnent et toutes les considérations qu'ils ont en interne. Mais il faut un parquet. Et donc ce parquet, il est plus opérationnel que normatif, je pense, mais il peut être favorisé par le normatif. C'est-à-dire qu'on a sorti il y a quelques semaines avec Pour un rêve écologique un rapport sur cette question du traitement écologique par les médias. Qu'est-ce qui fait que l'organisation interne favorise ou pas un traitement qu'on juge ambitieux, complet, intelligent et surtout profond au sens où il y a des pistes de solutions qui sont offertes. Un des grands aspects de réponse qu'on a trouvé, c'est que le traitement de l'information est favorisé par certaines organisations et certaines structures à l'intérieur des organes de presse. Et typiquement, non seulement le fait d'avoir un pôle planète avec des journalistes spécialisés dans ces questions-là, mais aussi le fait d'avoir dans chaque département des gens qui sont suffisamment formés pour pouvoir avoir justement ce que Anne-Sophie qualifie de réflexe climat, mais en plus des référents à l'intérieur de chaque pôle sectoriel qui vont être capables d'aller plus loin dans les enjeux et donc de faire émerger, avec cette transversalité qui est indépassable, la question écologique dans chaque domaine. Et donc ça fait partie de cet espace de liberté qu'il y a à construire et dans lequel on ne peut pas imaginer qu'on réussira à convaincre tout le monde. Parce que voilà, il y a cette question-là aussi fondamentale de pouvoir garder la possibilité pour chaque organe de presse et pour chaque lecteur d'avoir une habitude de lecture, de télévision, de radio qui soit adaptée à ce qu'il pense. Et donc la question est vraiment de pouvoir créer cet ensemble qui est une boîte, mais comme tout est une boîte, et aujourd'hui on n'a pas le droit de faire de la publicité pour de l'alcool ou pour des cigarettes. Donc il y a des questions comme ça qui vont devoir revenir, que ce projet de loi participe à faire entrer en politique, et je pense que c'est une bonne chose que ce soit un projet transpartisan, parce qu'il y a aussi fondamentalement la question qui a été évoquée auparavant de ne pas laisser entendre que l'écologie est un problème qui concerne uniquement la gauche et les gens qui se sentent une sensibilisation de gauche. Et alors pour conclure, est-ce que dans le rapport que vous avez, donc vous avez interrogé les médias en fait pour savoir quelles étaient leurs bonnes pratiques, certains vous ont répondu, d'autres non. Est-ce que hormis les leviers qu'on a pu évoquer là, il y a d'autres éléments qui ont pu émerger, qui permettaient de favoriser ces enjeux? Est-ce que vous sentiez que c'était une préoccupation pour les médias en fait, vu que certains n'ont pas souhaité répondre? Est-ce que c'était plutôt parce qu'ils souhaitaient pas divulguer leurs mauvaises pratiques, ou au contraire est-ce que juste l'enjeu passait sous le tapis au vu de l'actualité? Non, il y a plein de raisons. Je pense qu'il y a déjà une partie des médias. On a sollicité une quarantaine de médias. On a eu 14 réponses, ce qui est pas ridicule, mais pas énorme non plus. Il y a une partie de ça qui est liée au fait que les médias n'ont pas l'habitude qu'on leur demande des comptes. Et donc la relation avec les corps intermédiaires que sont les collectifs ou les associations n'est pas forcément évidente et innée à l'intérieur des organes de presse. En tout cas, c'est l'impression qu'on en a eu de nous depuis l'extérieur. Donc il y a un certain nombre de nos sollicitations qui sont tombées à la trappe ou qui ne sont pas arrivées chez le bon interlocuteur. Donc il y a de ça. Mais est-ce qu'il y avait un intérêt pour ces questions-là? Je pense, parce que parmi la première question qu'on posait systématiquement à l'intérieur de chaque questionnaire, on a envoyé un questionnaire qui avait tout un tas de questions que vous pouvez retrouver par ailleurs sur le site. La première question qu'on posait systématiquement, c'était est-ce que dans votre organe de presse, le traitement des enjeux écologiques est considéré comme une priorité? Et tout le monde nous a répondu oui. Y compris Le Figaro, qui par ailleurs nous a répondu, et c'est assez paradoxal, qui considérait que c'était une priorité, tout en publiant 3 semaines ensuite une publicité pour un ouvrage climato-négationniste. Donc il y a vraiment cette prise de conscience et cette évolution progressive depuis maintenant, accélérée depuis 1 an, mais qui commence à émerger depuis 2 ou 3 ans, j'ai l'impression quand même, y compris dans les organes mainstream, qui est importante. Et à côté, vous avez le besoin justement de réorganisation structurelle, et je pense que alors ça passe par de la formation, et ça je pense que c'est assez fondamental, mais au-delà de la formation simplement aux enjeux physico-chimiques, je crois que la question aujourd'hui de la formation se passe par les sciences sociales.
et la manière dont on arrive à utiliser, alors pour les journalistes qui en sont convaincus, et c'est pas le cas de tout le monde, mais disons que les journalistes qui aujourd'hui sont dans votre cursus de connaissances physiques et chimiques du climat sont probablement plutôt des gens convaincus et probablement plutôt des gens qui vont finir par travailler spécialisés sur ces enjeux-là. Et donc il y a une vraie question de l'articulation, et c'est ce qu'Anne Nouvel disait à l'instant, d'organisation entre un savoir physique qui est un fait climatique ou un fait de biodiversité ou un fait de ressources, et la manière dont il va être reçu et interprété par les gens pour qui le média est un prisme. Et donc, dépasser ce qu'on appelle le modèle du déficit d'information, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas de corrélation positive entre ce qu'on sait et ce qu'on fait, va être grandement, très probablement, facilité par les médias et par un meilleur traitement et un traitement plus homogène des questions écologiques en termes quantitatifs, mais en termes qualitatifs aussi. Parce que toutes les questions qui sont revenues là, de transversalité, de dépassement des oppositions un peu binaires, du pour-contre, vont être complètement fondamentale dans la réorganisation des rédactions et de tout ce qui les entoure, c'est-à-dire des services communication, des services publicité, des services presse, de la RSE. Et donc tout ça va devoir se refonder dans ce grand paquet qui sera la liberté des rédactions à l'heure de l'urgence écologique. Merci beaucoup Léa Falco. Peut-être qu'on va penser au temps de questions-réponses. Alors je ne veux surtout pas vous censurer, sachant que la deuxième table ronde est sur les libertés. On est légèrement en retard sur le timing. Donc peut-être qu'on va prendre maximum 4 questions et essayer de répondre assez rapidement. Il y a beaucoup de questions du coup. Je te laisse... Merci. Bonjour, je suis Muriel Papin de l'association No Plastic in My Sea. On lutte contre la pollution plastique et je voudrais apporter un témoignage sur ce qui a été évoqué sur le journalisme des solutions. Parce que nous, on est persuadés qu'on a besoin de montrer les solutions, montrer les alternatives pour nous donner de l'espoir et parce qu'elles commencent à exister, parce qu'il faut les faire grandir. Et en fait, on trouve qu'on a plutôt une facilité à faire une communication et à être repris par la presse quand on est dans du name and shame. Donc quand on va dire que Coca-Cola est le plus gros pollueur plastique, c'est très bien repris. En revanche, quand on fait un travail de fourmi pour recenser des solutions qui sont des alternatives à la bouteille plastique, et il y en a plus de 100 en France, on a beaucoup de mal à être repris. Voilà, donc c'est juste un témoignage sur ce besoin de solutions. Il y a des ONG, il y a plein de startups qui ont des solutions et il faut les faire grandir. On pense. La transformation, elle passe aussi par les changements de modèle économique, mais on trouve qu'on a du mal à les faire émerger médiatiquement. Voilà, donc je voulais partager ça et avoir vos retours sur le sujet. Oui, bonjour, Marc Elouade pour l'Union fait le climat. Moi j'ai une question, on a beaucoup parlé de la parole scientifique, enfin des scientifiques qui est aujourd'hui reconnue comme étant... plébiscité par les citoyens, j'ai quand même une crainte, c'est que de faire parler les scientifiques qui ne sont pas sur des sujets scientifiques, finalement, on leur demandait de proposer des solutions, on arrive à un contresens où ils vont dire d'énormes bêtises puisque ce n'est pas leur domaine d'expertise. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, l'un des principaux problèmes dans les médias, c'est de faire parler des gens qui sont experts dans un domaine, sur un domaine qui est proche, connexe, même sur l'urgence climatique, pour essayer de leur faire trouver des solutions miracles? On sait aujourd'hui que les scientifiques n'ont pas de solution miracle à proposer. Ce n'est pas à eux de proposer des projets de société. Et donc, il ne faudrait pas être amené à les faire dire, à les faire s'exprimer sur ces sujets-là, où ils perdraient du tout coup toute forme de crédibilité. Et donc, peut-être prendre une troisième question. Bonjour, donc, je travaille à Reporters d'Espoir, on travaille sur le journalisme de solutions depuis près de 20 ans. Et du coup, pour rebondir sur ce qui a été dit, donc on a beaucoup parlé du temps, le temps qu'il faut pour investiguer des solutions, le temps qu'il faut pour parler correctement de climat quand on n'est pas formé dessus. Et nous, quand on va voir des rédactions, c'est ça qu'on nous dit, c'est que on n'a pas de temps. On aimerait bien, mais on peut pas, parce qu'on n'a pas de sous et parce qu'il faut faire du volume si on veut être rentable. Et du coup, est-ce qu'il est possible à l'heure actuelle de parler de qualité de couverture environnementale sans parler du modèle économique des médias en général? On va prendre une quatrième question et ensuite on s'arrêtera peut-être là. On pourra poursuivre les échanges à la suite des tables rondes, mais c'est pour ne pas mettre trop en retard les parlementaires. Bonjour, Christelle Chirou, je suis directrice adjointe de l'Info.
Je suis désolée, il n'y a pas que des mâles blancs de plus de 50 ans dans toutes les rédactions de France. Virginie non plus d'ailleurs. On a des directrices adjointes de l'info. Nous avons une jeune journaliste de 33 ans qui vient d'être nommée à 33 ans donc à la rédaction en chef du 20h. Donc vous voyez, les enjeux écologiques, ils sont très présents dans nos rédactions et ils sont portés aussi par les plus anciens des journalistes d'entre nous. Voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que sur l'expertise, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit à ces tables rondes. À TF1, par exemple, dans le groupe, nous avons créé un comité d'experts pour vous dire que c'était important pour nous de prendre en compte cette parole des experts. Et nous avons créé un comité qui permet justement d'avoir des échanges avec nos rédactions, de pouvoir les rencontrer, de les aiguiller, de répondre à leurs questions lorsqu'ils en ont besoin. Donc ça, c'est essentiel. Je pense qu'après, effectivement, il faut parler de qualité aussi des reportages et d'embarquer tous les Français dans cette prise de conscience du réchauffement climatique qui est bien là depuis. Il faudrait qu'on se rappelle que c'est depuis l'été 2022, finalement, qu'il y a moins de déni dans la population française. Donc je trouve qu'il y a eu quand même énormément d'efforts qui ont été faits par tous les médias, que ce soit le service public ou les médias privés. On a peu de temps, le recul. Alors je sais qu'il faut aller vite, que c'est la crise. Les collectifs sont là pour nous le rappeler, c'est vrai, mais il y a eu quand même un chemin incroyable qui a été parcouru depuis l'été 2022 par tous les médias. Il nous faut encore du temps. La formation, ça prend du temps pour les journalistes. Alors, il y a les écoles de journalisme, mais merci à l'ESJ d'avoir un master climat et journalisme. Mais dans les rédactions, je pense que tout le monde s'y est mis et que les formations, elles sont très présentes. Nous, on aura formé l'ensemble de nos journalistes du groupe TF1 à l'issue de l'année 2024. Et il y aura aussi des formations supplémentaires. Nous travaillons avec Sophie Roland, qui travaille sur le journalisme de solution, et la formation pour nos journalistes est axée sur ce journalisme de solution. Et vous avez raison, ça passe par de la solution, mais pas anecdotique, mais de la solution qui doit être vérifiée, qui doit être expérimentée aussi pour apporter les progrès que ça peut produire dans la société. Donc, laissez-nous un tout petit peu de temps encore pour améliorer nos pratiques, mais je vous assure qu'elles sont là dans toutes les rédactions, qu'elles sont portées par tous les directeurs, en tout cas pour le groupe TF1, elles sont portées par la direction, et même les mâles mâles blancs de plus de 50 ans, voilà, je tenais quand même à le préciser. Merci beaucoup. Donc on va passer aux réponses, si possible, assez concises. Peut-être, je ne sais pas, juste pour répondre à votre intervention, en effet, les personnes qu'on a auditionnées dans le cadre de notre étude nous disent que la compétence sur le climat de la part des médias en France est en train d'augmenter rapidement, surtout depuis l'année passée, depuis l'été passé, comme vous le disiez, mais pas seulement. Mais il faut juste quand même rappeler que ça fait au moins depuis les années 70 qu'on est au courant de la situation. Donc se dire, ça fait une année qu'on bouge, oui, c'est bien, mais il y avait 70 ans avant. Enfin, ça fait depuis les années 70. Mais si je le dis, c'est pas pour faire une pique en réalité. Je pense qu'il faut vraiment prendre conscience de ce qui est en train de changer. Des acteurs nous invitent ici pour proposer un changement législatif. À titre personnel, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, mais ça c'est autre chose. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que les médias en France bougent massivement, comme vous le disiez, et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut saluer, parce que ça change la donne. Et en effet, on peut voir encore passer dans le Figaro des pubs, je l'ai vu aussi, hein, j'ai sursauté, j'étais non, moi non plus. On peut voir passer ce genre de choses, mais il faut aussi souligner que les médias sont en train d'opérer une mue massive en France, qu'il n'y a pas beaucoup de pays dans lesquels on observe ça de façon aussi claire, et que à titre personnel et en tant que sociologue, ce que j'espère, c'est que ça va nous éviter le clivage qu'on a aux États-Unis, parce que là, ça sera un point de non-retour. Et il faut qu'on arrive à réintégrer une vision politique qui fasse consensus sur la nécessité d'agir et d'agir vite. Ensuite, peut-être juste très vite pour répondre à la question de monsieur sur le rôle des scientifiques, probablement que les scientifiques, c'est pas leur travail et c'est pas leur vocation, ils n'ont pas envie de dire ce qu'il faut faire. Par contre, là où les scientifiques peuvent intervenir, c'est sur l'évaluation de certains aspects de certaines mesures. Quand un politique, par exemple, propose une mesure en disant si on fait ça, on obtiendra ça, etc., ça peut être évalué. Ça doit être fait sur une base scientifique et ça peut être évalué par les scientifiques. Et là, les scientifiques sont dans leur travail en venant de dire oui, en effet, si on augmente, enfin, si on diminue de temps la production de tel produit, on sait qu'on va obtenir ça. Ça, c'est de l'ordre du travail scientifique en plein, en réalité. Et donc là, je pense que les scientifiques du climat sont dans leur rôle. Et après, ce qui a aussi été rappelé par d'autres intervenants,
surprenant, c'est qu'il y a aussi d'autres sciences qui peuvent prendre le relais sur certains aspects, notamment les sciences sociales, la psychologie cognitive, la sociologie, sur certaines questions de comment on enclenche le changement, comment on va créer du mouvement, parce que ces sciences-là travaillent sur la question de la conviction, de la prise de décision, etc. On n'a pas de consensus comme le GIEC, parce qu'on est des sciences un peu, on va dire, bâtardes, mais ce qu'on essaye de faire, c'est d'amener une rigueur dans la compréhension de ces mécanismes qui peuvent enclencher l'action. Et là-dessus, le regard de scientifiques des sciences sociales peuvent être utiles, aussi d'historiens qui peuvent nous apprendre ce qui a pu marcher dans le passé ou non, etc. Voilà, c'était juste mes deux réactions à ces deux questions. Et peut-être répondre rapidement au modèle économique des médias et au journalisme de solution, si quelqu'un est intéressé. Sur le modèle économique des médias, je pense que ça a déjà été un petit peu évoqué tout à l'heure. Et en effet, pour moi, c'est un énorme cheval de bataille. Une personne tout à l'heure posait la question de l'évitement informationnel. Moi, je le savais parce que des études l'ont indiqué dès septembre dernier, notamment le Reuters Institute. C'est plus de la fatigue, c'est de l'évitement. J'ai des étudiants qui me disent « je ne vais pas lire cet article parce qu'il m'a l'air trop compliqué et j'ai peur d'avoir peur ». Donc, autant vous dire que si c'est des étudiants en école de journalisme, le grand public ou public tout court n'a juste pas envie d'y aller. Donc il faut être conscient de ça. Et c'est pour ça que je pense que voilà, il faut aussi ouvrir des espaces d'apaisement. Il y a une grande violence dans la société aujourd'hui. Donc quand on met cette impuissance à côté de cette éco-anxiété, des personnes qui font des marches ou des scientifiques qui alertent en permanence avec la sensation de ne pas être entendus, nous journalistes, on est pris pour le message alors qu'on n'est qu'un seul messager. Et on est souvent en prise avec cette violence. Et donc, si le journalisme de solution est intéressant, c'est pour ouvrir un espace de débat où on pourrait justement arriver à poser les choses de manière constructive. Mais à vrai dire, c'est le débat public tel qu'il devrait exister. Sauf qu'il n'existe plus parce qu'en effet, trop polarisé, où on va choisir un camp et que quand on est dans la nuance, on n'est plus entendu. Donc voilà, ça va demander encore un petit peu de temps, que les gens comprennent aussi qu'ils peuvent choisir d'autres médias que ceux qu'ils regardent et qu'ils détestent, et qu'il y en a plein d'autres qui font aussi beaucoup de travail. Donc les professionnels peuvent améliorer leurs pratiques, le public peut aussi monter en puissance et nous soutenir, parce que souvent on estime que l'information est gratuite, mais en fait la bonne information, elle coûte cher. Et si vous voulez de l'information indépendante, soutenez les médias, changez peut-être tous les ans si vous voulez, mais aidez aussi ceux qui font ce travail, parce que bien souvent ils sont lus par ceux qui font de la télé et qui sont regardés par d'autres types de Français. Enfin, vous voyez, il y a une chaîne en fait de fabrication qui est intéressante à mettre en avant à ce niveau-là. Après, je pense qu'on pourra faire beaucoup de choses, et ça sera mon dernier mot, mais certains scientifiques sont venus informer au plus haut niveau de l'État, le gouvernement. C'est pas pour autant qu'on a des décisions qui sont à la hauteur des enjeux. Donc on peut faire ce qu'on peut, mais il y a aussi une question aujourd'hui dans la société de vrai courage politique. Merci infiniment aux intervenants des deux tables rondes. Donc, je vais redonner le micro au député Stéphane Delautrette. Eh bien, à mon tour de vous remercier toutes et tous, puisqu'un certain nombre ont déjà rejoint leur place pour vos témoignages. Je crois que vous nous avez donné beaucoup d'éléments de réflexion, mais mes collègues auront tout à l'heure l'occasion de l'exprimer. En tout cas, pour ma part, je crois qu'on voit que le chemin du travail parlementaire va être intense, va être dense. Vous avez clairement posé un certain nombre d'interrogations, de sujets sur lesquels nous, législateurs, devons justement nous interroger et creuser les pistes que vous avez évoquées. Je pense que nous aurons l'occasion à nouveau de nous retrouver, puisque le travail législatif se fait toujours sur la base d'auditions avec un certain nombre d'intervenants dans leur grande diversité. En tout cas, pour ce premier temps de lancement du groupe de travail, soyez toutes et tous remerciés pour votre disponibilité, pour la clarté de vos propos et l'apport important pour nous tous. Merci. Bien évidemment, merci à nos deux animatrices de la table ronde et pour le formidable travail qu'elles ont initié et qui nous permet aussi de nous retrouver aujourd'hui.